Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet « Quel sens je donne à mon épargne en investissement dans l'immobilier neuf ?» Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Evenot, cofondateur de Papillon Patrimoine. Bonjour Aymeric. Bonjour Olivier. Donc, tu es cofondateur d'une entreprise spécialisée en investissement locatif avec levier fiscal. Et tu fais également du conseil en gestion de patrimoine, mais je te propose peut-être de présenter un petit peu ta structure, tu le feras bien mieux que moi. Bien sûr. Alors, Aymeric Evenot, donc effectivement, je suis le cofondateur de Papillon Patrimoine. On est spécialisé dans l'investissement locatif, tu l'as dit, avec levier fiscal, et plus spécifiquement dans l'investissement locatif dans le neuf. Donc, on accompagne les clients sur leurs projets d'investissement et on va sélectionner les meilleurs dispositifs fiscaux en fonction de leur fiscalité, de leurs objectifs. Et puis derrière, on va sélectionner les meilleures opérations. Donc nous, on travaille 100%, quasiment 100% en distanciel, et on a digitalisé tout le parcours de l'investissement avec, on va dire, deux axes très importants pour nous. Le premier, c'est la pédagogie. Donc on va beaucoup expliquer ce qu'est l'investissement, comment on le fait, comment le faire au mieux. Qu'est-ce que c'est que la défiscalisation, vers quoi se tourner? Et puis le deuxième critère, je dirais que c'est la bienveillance. Et ça, c'est très important pour nous et c'était une valeur de départ. C'est-à-dire, toutes les opérations qu'on va sélectionner pour nos clients, on va rechercher des opérations comme si on les faisait pour nous, d'accord? En se mettant à la place de nos clients, en se disant, est-ce que si je fais cette opération-là, tel montant, tel endroit, c'est une bonne opération? Si je me mets à la place de mon client et que je lui dis oui, dans ces cas-là, on présente les opérations. Donc, c'est vraiment deux critères fondamentaux à la création de Papillon Patrimoine, pédagogie et bienveillance. Voilà. D'accord, merci pour cette belle présentation. Et je propose qu'on commence directement par quelques questions, finalement sur une partie non financière. Quel sens on peut donner à son épargne en investissant dans l'immobilier neuf? C'est-à-dire, pourquoi je devrais choisir d'investir dans ce secteur-là, dans l'immobilier neuf, et en quoi mon investissement va finalement contribuer à améliorer la société qui va en bénéficier? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça, Aymeric? Ouais, bien sûr. Alors, quand tu parles d'amélioration de la société, il faut savoir qu'effectivement, ça fait maintenant presque 15 ans, on a demandé aux promoteurs de construire des logements qui soient plus performants sur le plan de la consommation énergétique et plus respectueux de l'environnement. Donc, tu as eu d'abord la RT 2012 aujourd'hui, qui était la réglementation thermique 2012, et maintenant tu as la réglementation environnementale 2020 qu'on appelle la RE 2020. Donc, tu prends d'abord un constat, c'est que le bâtiment, c'est 40% des consommations énergétiques en France et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tu as un enjeu majeur à faire de ce secteur, de cette industrie, si tu veux, une industrie plus vertueuse sur le plan écologique. Donc, déjà de base, quand tu optes pour un logement neuf, tu investis dans un bien qui est, oui, plus confortable, plus performant, mais qui est conçu aujourd'hui avec des matériaux plus durables et qui limite les consommations d'énergie. Donc ça, c'est important. Toutes les nouvelles constructions, elles sont soumises à des normes énergétiques et qui sont de plus en plus strictes. Voilà. Donc, je te disais, en 2022, c'est 2022, la nouvelle réglementation environnementale qui est entrée en vigueur, qu'on appelle la RE 2020, qui succède, je te disais, à la RT 2012, qui a pour objectif en fait de réduire la consommation énergétique des logements, tu vois. Donc tu avais le label bâtiment basse consommation et maintenant avec la RE 2020, c'est encore plus strict. On va poursuivre si tu veux la performance énergétique mise en place par la RT 2012. Voilà. Donc tu as des nouveaux critères
de performance énergétique. En fait, tu as 6 nouveaux critères, tu en as 3 qui sont liés à la performance du logement, donc un bâtiment avec une amélioration de l'isolation globale. Donc, tu vois, tu n'es plus seulement sur l'isolation du logement lui-même, mais tu es sur l'isolation de tout le bâtiment. Voilà, ce qu'on appelle le BBIO. Et puis après, tu as sur la consommation en énergie du bâtiment, chauffage, éclairage, ventilation, eau chaude, refroidissement, etc. Donc, quand tu veux donner du sens effectivement à ton investissement, quand tu achètes dans du neuf, aujourd'hui, tu as des logements qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc après, si je peux digresser. L'épargnant contribue finalement au développement durable en choisissant ce type d'investissement. Et ça de base parce que les nouveaux logements sont labellisés avec toutes les normes que tu viens de citer. Voilà. Oui. D'accord. Exactement. Je te rajoute. Plus loin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des programmes qui se sont spécialisés en disant, par exemple, mon logement, il est zéro émission? Est-ce que ça existe sur le marché? Alors, pas encore, mais c'est les objectifs affichés par la RE 2020, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, effectivement, la RE 2020, elle va apporter des nouveaux critères. Tu vois, je vais te donner un exemple. C'est par exemple d'utiliser des matériaux qui soient plus respectueux, tu vois, de l'environnement. Donc, ça va être moins polluant. On va plutôt privilégier des structures en bois. On va privilégier le parquet plutôt que le carrelage. Pour l'isolation, on va utiliser du chanvre, du liège, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure d'utiliser de moins en moins le béton, l'acier qui sont plus polluants à produire. Donc, ouais, ça donne du sens parce qu'effectivement, c'est plus respectueux de l'environnement au-delà de la performance énergétique, même dans la construction. C'est-à-dire l'impact carbone de la construction du bâtiment va être meilleur. Voilà. Donc oui, tu donnes du sens à travers ça aussi. D'accord. Très bien. C'est vrai que je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de cet intérêt de l'investissement dans l'immobilier neuf. Et c'était bon de rappeler notamment toutes les normes en vigueur et son évolution, puisque l'État est un gros acteur finalement qui pousse vers le développement durable et de pousser toute la filière. Exactement, voilà. Et il pousse toute la filière, comme il pousse la filière de l'industrie automobile, comme il pousse toutes les filières finalement de l'économie à être plus respectueux. Tu as un autre critère, par exemple, avec la RE 2020, qui est sur ce qu'on appelle le confort d'été. Enfin, ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe, puisqu'on sait qu'on va aller vers des périodes caniculaires de plus en plus fortes, le climat se réchauffe, c'est une information pour personne aujourd'hui, c'est même un constat qu'on vit tous les jours. Et donc, tu as ces nouveaux critères, tu vois, aujourd'hui, sur la réglementation environnementale 2020, tu commences à avoir des programmes neufs en RE 2020. Bon, tu as une température maximale à ne pas dépasser dans les logements, c'est-à-dire 26 degrés maximum pendant les périodes caniculaires, hors climatisation, etc. Donc, tu vois, on pousse toujours aussi également, en plus d'être plus vertueux sur la construction du logement et les utilisations de matériaux, on pousse aussi sur le confort. C'est-à-dire qu'effectivement, ces lois, elles ont pour objectif de rendre la construction de bâtiments moins polluante et plus performante, mais il y a des notions aussi de confort pour l'habitant. Ça, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que ça pousse en ce sens-là mieux vivre dans son logement demain. Et donc, mieux vivre dans son logement demain, quand tu veux donner du sens, aussi derrière, quand tu es un investisseur, que ton locataire puisse mieux vivre dans son logement, c'est aussi une raison importante. Voilà, et tu contribues aussi à faire mieux sur le plan du mieux vivre pour ton locataire. Voilà, ça c'est important aussi. C'est très important, oui. Très bien, merci. Donc maintenant, intéressons-nous un petit peu aussi un peu au nerf de la guerre de l'épargnant. L'épargnant, il cherche également à donner du sens à son épargne, c'est sûr, mais également à avoir un placement intéressant plutôt que le laisser dormir sur des comptes. Voilà. Finalement, est-ce que c'est un placement qui est intéressant pour mon patrimoine aujourd'hui d'investir dans
dans le neuf? Oui, alors, tu sais, quand tu investis dans du neuf, t'as deux choix possibles, hein, quand tu investis dans l'immobilier. T'investis soit dans l'ancien ou t'investis dans le neuf. Bon, sachant que l'ancien, c'est le neuf d'hier, hein, ça il faut avoir en tête. Donc je te dirais, toi, pourquoi c'est un placement intéressant pour toi? Bah déjà, de base, tu dois comprendre un petit peu les différences entre l'achat dans le neuf et l'achat dans l'ancien. Bon, pour un bien équivalent, le neuf est plus cher que l'ancien, tu vois, en gros de l'ordre de 20% à peu près, tu vois, sur des logements équivalents. Même si j'aime pas trop parler de logements équivalents, parce qu'en réalité, c'est rare de trouver un logement qui soit exactement le même d'un immeuble à un autre, hein, selon que tu sois au premier étage ou au cinquième étage, que tu sois exposé sud, exposé nord, sur une même rue, entre un haussmannien et un bâtiment sans charme. Bon, bah t'as des différences de prix. Bon, mais disons que en moyenne, c'est 20% plus cher sur le neuf. Voilà. Mais quand tu achètes du neuf, il y a des coûts que tu n'as pas par rapport à l'ancien. Tu vois, déjà, tu vas acheter du neuf, tu vas être sur des frais de notaire qui vont être autour des 2%. Tu vois, 2%, voire 2,5%, mais plutôt 2. Dans l'ancien, tu vas être plutôt sur du 7,5 à 8%. Donc déjà, sur ton prix de base, tu vas devoir payer des frais de notaire qui sont 3 fois supérieurs dans l'ancien. Et puis, dans du neuf, tu rentres, bah, t'as pas de travaux, d'accord? À part ameubler une cuisine, t'as rien à faire. C'est-à-dire que l'électricité est là, la salle de bain est faite, les parquets sont faits, les peintures sont faites, t'as rien à faire. Par contre, effectivement, dans l'ancien, bah, c'est super rare de ne pas avoir des travaux. Déjà parce que tu vas mettre un locataire dedans. Donc, si tu vas mettre un locataire dedans, il faut pas que tu le mettes dans un logement qui soit pas de qualité. Donc, tu vas faire des travaux, peut-être d'électricité certainement, pour la mettre aux normes. Tu vas faire une cuisine, tu vas peut-être refaire la plomberie, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait des fuites dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, sinon c'est un enfer pour ton locataire. Dans du neuf, t'as pas ces travaux-là. Et puis, tu as des travaux de copropriété dans le neuf qui n'existent pas avant une quinzaine d'années, alors que dans de l'ancien, bah voilà, si tu as un ravalement qui est voté, la toiture à refaire, toi, ça peut te pénaliser dans ton rendement locatif, tu vois. Et puis, sujet qu'on a abordé dans la première partie, c'est effectivement la performance énergétique du logement. Donc, en 2021, à l'été, tu as la loi climat et résilience qui a été votée, tu vois. Donc, l'État va taper sur les passoires énergétiques. C'est le but, c'est le cas. Et donc, tu as un calendrier qui a été voté sur 10 ans, en gros 12 ans même maintenant, qui est dès 2022, des interdictions d'augmenter les loyers, voilà, sur les passoires thermiques, donc tout ce qui va être classé G et F, du diagnostic de performance énergétique. Et puis, au fur et à mesure, tu vas interdire même la location. Tous les logements classés G, demain, ils sont interdits d'être loués, tu vois. Et puis, à partir de 2025, tu as encore des nouvelles contraintes. Et puis, tu vas, au fur et à mesure, être de plus en plus restrictif. Interdiction de louer ton logement si tu fais pas les travaux. Bon, dans du neuf, tu te poses pas ces questions-là. Ce sujet-là de faire des travaux, au départ ou dans la continuité de ton logement, tu les as pas. Tu es aux dernières normes de performance énergétique, tu es sur des DPE A ou B. Donc, déjà, c'est un vrai avantage que tu as quand tu achètes dans du neuf. Donc oui, c'est un placement qui est intéressant parce que ça reste de l'immobilier aussi. Voilà. Et donc peut-être que quand tu fais ton choix d'investir, tu dois réfléchir long terme sur l'investissement locatif parce que on fait pas de l'achat-revente. Quand tu investis, tu vas investir pendant peut-être 15 ans, 20 ans sur ton bien. Parfois, certains vont même le conserver. Donc, tu dois penser déjà au coût de départ. Donc, si tu as un logement, admettons que tu sois dans l'ancien à 200 000 et puis que tu aies un logement dans du neuf qui soit à 240 000. Évidemment, sur le prix de départ, tu as une vraie différence de prix. Bon, mais derrière, si tu rajoutes des frais de notaire qui sont à 7,5, 8, si tu remets 20 000 euros de travaux sur ton sur ton achat de départ, bon, tu l'as pas acheté 200, tu l'as acheté 220 et plus les frais de notaire 240, tu vois. Ton neuf, là, avec les frais de notaire, il est à 200, un peu moins de 250 000 euros. Donc déjà, tu vois, tu arrives sur des prix qui sont finalement similaires. Et puis, si tu étales sur 15 ans ton investissement, dans l'un, t'as pas de travaux de copropriété,
Peut-être que dans l'autre, une année, tu vas avoir 2000, 3000, et puis 7 ans plus tard, 5000, 6000. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure sur ce qu'on demande aux promoteurs en termes de qualité de construction, de performance énergétique, on va aussi peut-être demain le demander sur les copros. Aujourd'hui, on tape sur le logement lui-même en demandant de faire des travaux d'isolation, de fenêtres, d'électricité, etc., qui sont des travaux qui sont coûteux, mais peut-être que demain, c'est sur les copropriétés qu'on va la demander, tu vois. Donc, quand tu fais un achat immobilier, tu dois avoir en tête tous ces coûts indirects. Dans du neuf, c'est un peu, si tu veux, une autoroute. C'est-à-dire que il va rien se passer pendant 15 ans. Donc, ça va se louer, très bien, parce qu'effectivement, ton bien, il est confortable et il donne envie. Tu as envie d'y vivre. Et puis, voilà, 15 ans, il se passe rien, j'ai mon rendement. Donc oui, c'est intéressant comme placement. Et ce différentiel de prix, si tu l'étales sur 15 ans, finalement, les prix à la fin, ils se rejoignent, tu vois. Mais parfois même, ils se rejoignent dès le départ parce que les prix au mètre carré qu'on t'affiche dans l'ancien, il faut savoir que si tu vas sur Meilleurs Agents ou d'autres sites, les prix, c'est les prix net vendeur. Ça n'intègre jamais les prix commission d'agence, tu vois. Donc, il faut avoir en tête tous ces critères-là. Voilà, ça, c'est important. D'accord. Tu as parlé de rendement. Alors, je rebondis dessus. Ouais. En tant qu'épargnant, quel rendement je peux espérer est-ce qu'on peut le qualifier un petit peu ou Bien sûr. C'est variable? Alors déjà, le rendement de base en immobilier, il va dépendre de la localisation, tu vois. Ça reste de l'immobilier, donc que tu sois dans du neuf ou dans de l'ancien, l'emplacement, il est important, d'accord. Nous, quand on fait des sélections d'opérations, on réfléchit beaucoup à l'emplacement, on va le privilégier. L'idée, c'est pas juste tu vas investir dans du neuf, donc tu as du levier fiscal, donc tu investis n'importe où. Non, le choix, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, de la bienveillance, c'est de choisir des secteurs qui vont se développer avec des réserves de plus-value. Bon, le rendement dans le neuf, évidemment, sur un prix de départ qui est plus élevé, tu as un peu moins de rendement, mais tu peux avoir des rendements autour de 3,50 en rendement locatif. Mais par contre, derrière, tu as une chose quand tu fais de l'investissement dans du neuf, c'est que tu as du levier fiscal. Donc, en plus de tes loyers, tu vas percevoir un avantage fiscal, alors que quand tu fais de l'ancien, la seule recette que tu auras, c'était le loyer. En face, tu auras tes charges, crédit, gestion, etc., classique pour les deux, mais tu as double recette. Donc, si tu prends la rentabilité de ton bien dans du neuf, si tu fais de la défiscalisation, tu vas venir rajouter du rendement locatif dû au crédit d'impôt que tu vas percevoir. Tu t'es familier un petit peu avec les dispositifs fiscaux, Olivier ? Un petit peu, mais si tu peux nous faire une petite piqûre de rappel, je pense que ça fera pas de mal à tous nos auditeurs. Ah oui, ouais. Alors, il existe. Si on parle vraiment sur l'immobilier neuf, parce que en défiscalisation, tu as différents dispositifs qui existent. Je vais te citer sur le neuf le Pinel, qui est le plus connu, et puis après sur la réhabilitation des logements anciens. Je pense notamment au Malraux ou aux monuments historiques. C'est deux dispositifs de défiscalisation différents. Aujourd'hui, on s'attarde plutôt sur l'immobilier neuf. Donc le Pinel, qui existe depuis 2016, qui est un avantage fiscal. Alors, il change pas mal en ce moment parce qu'à partir de 2023, il bouge. Tu auras deux Pinel qui vont rentrer en concurrence, mais en gros, tu achètes un logement neuf, tu mets un locataire, pendant 12 ans, tu as un avantage fiscal perçu, d'accord ? Parce que pourquoi tu fais ça ? Pourquoi l'État fait ça ? Simplement que en France, tu as un déficit de logement, d'accord ? On estime à peu près à 100 000 logements chaque année de déficit. C'est-à-dire qu'on construit du logement, bien sûr, mais il en manque 100 000. Pourquoi il faut construire du logement ? Tu vois, tu es une famille, elle se sépare, il faut 2 logements. Là, avec un logement, il en faut 2. La population française, elle s'agrandit, donc effectivement, on a besoin de faire plus de logements. Donc, tu as des avantages fiscaux pour ceux qui vont investir, puisqu'ils vont permettre de contribuer à la production de logements et donc de nouveaux logements dont on a besoin sur des secteurs qui sont tendus. Et puis en plus, on a besoin de logements plus vertueux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus performants énergétiques. Donc il y a le Pinel qui est le classique. Le Pinel, c'est à peu près entre 40 et 50 000
acquisitions chaque année. Pinel, je te le détaille assez simplement. T'as le Pinel classique et le Pinel Plus. C'est ça qui change la donne. Le Pinel Plus, en gros, tu achètes 200 000 € un bien, tu as 2% du montant du bien en économie d'impôt chaque année. Donc, en gros, tu achètes 200 000, tu perçois 4 000 € d'avantage fiscal tous les ans pendant les 9 premières années, et puis ensuite, ça diminue et ça passe à 1%. D'accord? Sur le Pinel classique de demain, en fait, l'avantage fiscal, il est un peu réduit puisque tu passes à 1,75% du montant du bien. D'accord? Donc, tu diminues, tu es plutôt autour des 3 300 € chaque année. Donc, ça, après, il faut bien le choisir. Et nous, notre métier, effectivement, c'est d'expliquer un petit peu ces choses parce que là, la donne, elle est en train de changer. Mais voilà, l'avantage fiscal, c'est j'achète un appartement neuf, je mets un locataire, je le mets en location pendant 6, 9 ou 12 ans, je perçois un avantage fiscal en plus de mes loyers. D'accord? Mais t'as pas que ça, parce que quand tu achètes du neuf, tu as des avantages fiscaux pour les investisseurs et puis tu as des avantages, des aides à l'achat pour l'acquéreur. D'accord? Parce qu'il faut pas oublier que le neuf, tu as en gros la moitié des gens qui achètent pour faire de l'investissement locatif et tu as l'autre moitié qui achètent pour y vivre, tu vois. Et c'est les mêmes, c'est quasiment c'est les mêmes prix d'ailleurs entre les deux biens, voilà. Mais derrière, pour les acquéreurs qui achètent pour eux, tu as des avantages fiscaux, des avantages d'aide à l'achat type prêt à taux zéro, tu vois, par exemple. Prêt à taux zéro, c'est-à-dire que tu as ton bien qui est financé pour une bonne partie à taux zéro. Et aujourd'hui, tu sais, les taux, on était à 1 en début d'année 2022, on est à 3 en fin d'année. Ça change la donne, hein, tu vois. Parce qu'effectivement, la charge des intérêts d'emprunt, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en début d'année dernière. Bon, quand tu achètes dans du neuf, si tu as un prêt à taux zéro, tu as une grosse partie de l'acquisition de ton bien qui est avec zéro intérêt. Et puis ensuite, tu as également, pour les acquéreurs, mais c'est sous condition de ressources. Donc, tu vois, ça dépend de là où tu achètes et ça dépend de tes revenus, d'accord? Tu peux avoir même ce qu'on appelle la TVA à 5,5, donc la TVA réduite, parce que quand tu achètes du neuf, tu sais que tout produit neuf est soumis à la TVA. Donc, quand tu achètes du neuf, tu as 20% de TVA, en gros, hein, d'accord? Donc, effectivement, tu peux acheter en TVA à 5,5, c'est-à-dire que tu achètes quasiment du neuf au prix de l'ancien, avec tous les avantages que je t'ai cités précédemment. Donc, tu as des vraies aides à l'achat là-dessus. Donc, nous, je te disais tout à l'heure qu'on fait surtout de l'investissement locatif, et c'est vrai, mais on fait également, et on accompagne également les acquéreurs dans l'achat de leur résidence principale. Pourquoi je te dis ça, Olivier? Moi, j'audite une personne, tu vois, qui a 25 ans, qui veut investir. Bon. Mais qui a jamais acheté sa résidence principale et qui finalement a un loyer qui lui permet pas de faire de l'investissement locatif parce que son taux d'endettement est trop élevé. Bon, tu vois, c'est des gens, et il y en a beaucoup, qu'on réoriente sur l'acquisition de leur résidence principale parce qu'en plus, ils sont jeunes. Donc souvent, ils ont des possibilités de bénéficier des avantages d'aide à l'achat, du prêt à taux zéro et de la TVA à 5,5. Donc tu vois, ça fait aussi partie de notre métier d'accompagner ces gens-là et de leur dire non, faites pas d'investissement locatif aujourd'hui. Déjà, première raison, parce que vous pouvez pas le faire, mais surtout parce qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'acheter votre résidence principale, quitte, tu vois, dans quelques années, le mettre en location. Mais la bienveillance, c'est aussi de les réorienter sur les bons achats, tu vois. C'est-à-dire leur dire, si moi j'ai un client qui m'appelle et que je me vois en conférence et qui me dit, voilà, moi j'ai envie de faire un investissement locatif, et puis dans 3 ans, j'ai envie d'acheter ma résidence principale. Bon, quand bien même il a la capacité de le faire, je vais lui dire, mais attention, vous faites un investissement locatif, donc ça veut dire que votre taux d'endettement demain, il vous permettra peut-être pas d'acheter tout de suite votre résidence principale. Est-ce que vous avez songé à acheter finalement d'abord votre résidence principale, quitte à demain la mettre en location? C'est pas un sujet. Mais tu vois, partir là-dessus. Donc, on réoriente beaucoup, notamment des jeunes gens, des jeunes potentiels acquéreurs, vers la résidence principale et vers les aides à l'achat s'ils l'ont. Voilà. D'accord, merci bien pour cet éclairage fiscal. Alors, j'avais une question par rapport à donc toujours ce fameux placement. Quels sont les risques? À quoi faut-il faire attention lorsqu'on se lance? Ouais, alors les risques, je te dirais que l'un des premiers risques, c'est effectivement des retards sur les livraisons. Tu sais, quand tu achètes dans du neuf,
t'achètes sur plan, ce qu'on appelle de la vente en l'état futur d'achèvement, dit VFA. Donc toi, tu sors de chez le notaire, ton logement, il est toujours pas construit, il va arriver peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, voire 2 ans et demi, ça dépend de la date de livraison. Donc tu peux avoir, sur la date de livraison, disons qu'on avait prévu une livraison au premier trimestre 2024 et finalement, ça sera en fin d'année. Alors, je te dis pas que ça arrive tout le temps, mais c'est un risque que tu peux avoir. Donc, t'as pas trop comment dirais-je, de pénalité sur le plan financier, au sens que quand tu achètes dans du neuf, tu vas emprunter et ton prêt ne démarrera finalement qu'au moment de la livraison, d'accord? Donc il y a ce qu'on appelle une période de préfinancement où c'est la banque qui paye le promoteur et puis toi tu commences à rembourser seulement quand tu es livré. Bon, ce qui est plus embêtant quand tu as un retard de livraison, c'est que toi tu vas commencer à capitaliser finalement plus tard parce que tu vas toucher tes loyers plus tard, etc. Bon, donc le risque c'est la livraison. Tu as plusieurs raisons à ça. S'il y a un retard de chantier, ça peut être les intempéries, ça peut être la difficulté pour le promoteur d'acheminer le matériel, tu vois. Mais bon, ça restera. Et si tu veux, pour te prémunir de ça, nous ce qu'on fait, déjà le promoteur en lui-même, c'est-à-dire que si c'est un promoteur qui fait beaucoup d'opérations, qui a une assise financière qui est solide, il y a moins de risques qu'avec un promoteur qui fait 2-3 opérations par an, d'accord? C'est plus risqué sur des petits promoteurs que vers des gros, tu vois. Ensuite, tu peux regarder le terrain sur lequel ça va être construit. Si tu as un bâtiment qui est à détruire, tu sais bien, tu détruis un bâtiment, c'est plus long que si c'est une friche où finalement tu vas attaquer tout de suite les fondations et tu vas le faire construire ton bâtiment. Bon. Souvent quand même les promoteurs, faut dire la vérité, ils vont anticiper ce genre de choses. Tu vois, ils vont te mettre un délai de livraison de 2 ans et demi parce qu'ils ont un bâtiment à détruire avant de construire le nouveau. Mais ouais, le risque c'est le retard de livraison et aussi quand tu es livré, bon bah il faut que tu vérifies que ton logement il est nickel. Donc ce qu'on appelle la levée des réserves et donc il peut arriver quand tu es livré. Bah voilà, je sais pas, qu'il y a une fenêtre qui se ferme mal, que l'électricité marche pas sur une ou deux prises, et c'est pour ça que quand tu es livré de ton logement neuf, bah tu vas venir vérifier que tout fonctionne. Donc nous on fait de l'accompagnement à la livraison des opérations où effectivement on va relever avec l'investisseur ou l'acquéreur les points qui peuvent ne pas marcher. Donc ouais, c'est fabriqué par des hommes et des femmes, l'immobilier, en tout cas bien souvent par des hommes. On est perfectible, tu vois, ça reste de l'immobilier, donc il peut y avoir des petits défauts de fabrication. Ouais, mais ouais, il y a encore de la marge de progression, ça c'est vrai. Mais dans les bureaux d'études et tout, il y a beaucoup de femmes aussi dans l'immobilier, dans la promotion immobilière, parce que nous on travaille avec c'est nos partenaires, les promoteurs immobiliers. C'est un univers aussi qui est autant féminin que masculin aujourd'hui. Mais à côté de ça, des risques, tu as des garanties. Donc quand tu achètes du neuf, tu as ce qu'on appelle la garantie biennale, donc qui garantit ton logement pendant 2 ans. Ça veut dire que toi, que tu y vives ou que tu es un locataire, si tu vois un défaut, une fissure, une fuite, un problème d'électricité, 2 fenêtres qui se ferment mal, tu vois, les petits tracas qui peuvent exister, pendant les 2 premières années, tu es 100% protégé puisque le promoteur va prendre à sa charge tout défaut qui serait constaté pendant les 2 ans. Et sur l'immeuble en lui-même, tu as une garantie décennale, donc pendant 10 ans, si la copropriété voit que, je sais pas moi, il y a quelque chose dans les parties communes qui va pas, une fissure, n'importe quoi, évidemment c'est pris en compte. Donc tu vois les risques, t'es quand même protégé. Tu vois, dans une copropriété ancienne, tu constates une fissure, c'est pour toi, il n'y a pas de sujet. Quand tu achètes du neuf pendant les 10 premières années, t'es quand même super couvert. Donc ouais, risque, livraison, petit défaut sur le logement lui-même, mais rien qui ne soit pas couvert derrière. Voilà.
D'accord, merci pour toutes ces précisions. Donc moi j'ai une dernière question. Ça y est, je suis convaincu, je vais investir Ah, dans le neuf. d'accord. Vers qui je peux me tourner finalement si on fait un petit panorama des professionnels de ce secteur, Ouais, quels sont les bien sûr. différents acteurs? Oui, alors les différents acteurs, tu as les conseillers en gestion de patrimoine, effectivement, courants. Voilà. Après, ça va dépendre de la taille du cabinet, parce que tu as des conseillers en gestion de patrimoine, ils ont 2-3 promoteurs dans leurs escarcelles, ils en ont pas beaucoup. Tu peux aller voir le promoteur en direct aussi également, aller sur la bulle de vente ou rencontrer le promoteur. Ou tu peux faire appel à nous. Bon, on fait du conseil en gestion de patrimoine, mais avec cet avantage que l'on a des mandats avec plus de 80 promoteurs. Donc les principaux promoteurs nationaux, ceux vers lesquels on va, ou régionaux, vers lesquels on va aller, parce que nous, les petites opérations faites par un promoteur qui fait 1 ou 2 opérations par an, on s'en éloigne. Je te dis pour des raisons simples, retard de livraison, euh, voilà, la construction, la qualité de la construction, pas toujours au top, alors que les gros promoteurs, ils savent le faire. Donc, et on a, à la différence d'un promoteur, nous, en tous les cas, on a 3000 opérations à vendre, si tu veux, tu vois. Donc, sur une ville donnée, toi, tu me dis, Aymeric, j'ai envie d'investir à Rouen. Voilà, présente-moi la meilleure opération de Rouen. Bah, moi, je vais regarder, j'ai peut-être 7, 8, 10 opérations sur Rouen, en fonction des critères qu'on aura choisis ensemble, c'est-à-dire une enveloppe budgétaire, un rendement, etc. Je vais resserrer sur la meilleure opération. Donc, si c'est Bouygues à Rouen qui a la meilleure opération, parce que l'emplacement, la qualité du logement, le prix au mètre carré est cohérent, bah, je vais privilégier Bouygues. Si en revanche c'est Cogedim qui a la meilleure opération sur Rouen, bon bah je vais privilégier Cogedim. Si tu vas avoir Bouygues en direct, il va dire c'est moi qui ai mon opération, elle est super. Si tu vas avoir Cogedim en direct, il va dire mon opération elle est super. Nous on va avoir un rôle de plus au-dessus de neutralité, d'accord, en ayant toujours cet esprit de bienveillance. Voilà. Nous on regarde pas la rémunération particulière que peut nous apporter le promoteur, parce qu'effectivement on est rémunéré, hein, ça c'est normal. On va regarder d'abord la qualité de l'opération. La rémunération, elle vient après, d'accord. Elle viendra quoi qu'il arrive. Donc d'abord, on se focus sur la qualité de l'opération, l'emplacement dans la résidence, l'exposition du logement, le prix, c'est-à-dire effectivement, est-ce que le prix au mètre carré par rapport à l'ancien est pas trop décorrélé. Donc on essaye de garder des critères objectifs, voilà. Et puis on a des tableaux, nous, qui nous permettent de comparer différents lots ensemble avec le rendement, le différentiel de prix au mètre carré versus l'ancien, etc., etc. D'accord. Donc on fait toujours, quand on sélectionne un produit, un travail de comparaison des différents promoteurs. Donc voilà, les acteurs, c'est aller voir le promoteur en direct, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, mais qui manque un peu de stock. Nous qui avons un stock très important, voilà. Après, quelques agences immobilières dans des villes parfois peuvent avoir à vendre du neuf. Mais bon, souvent, c'est soit tu vois un conseiller comme nous, soit tu vas en direct chez le promoteur. Avec D'accord. effectivement le manque de prise de hauteur quand es en direct avec le promoteur. Mais après, parfait. Si le bien te correspond parce qu'il est en face de chez toi, il y a une opération qui s'est montée, très bien, tu vois. Par contre, derrière, ça veut dire aussi, Olivier, que tu es seul dans ton investissement. Et ça arrive. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui avait réalisé un investissement locatif, qui voulait en faire un deuxième. Il me dit, j'ai acheté à SI des Moulineaux, c'est un Pinel, voilà, je vais toucher tant de loyer, tant d'économies d'impôts. Je lui dis, non, vous n'avez pas touché ça, parce que déjà, votre bien, il est supérieur au plafond Pinel des 5 500 € mètre carré. Donc, en fait, là où vous pensiez avoir un rendement une économie d'impôt de temps, c'est faux. Vous allez avoir une économie d'impôt qui va être réduite. Et en plus, il avait même pas fait attention au plafond de loyer. Et je dis, non, vous n'allez pas percevoir tant de loyer, vous allez percevoir tant de loyer. Donc, en fait, il pouvait même pas faire son opération. Et ça arrive, genre de choses. C'est-à-dire que le promoteur, lui, tu rentres dans sa bulle de vente, tu veux signer, il va te faire réserver. Ce que tu vas faire, toi, derrière, en termes de montage, de financement, etc., ou ce que tu pensais pouvoir le louer, finalement, c'est pas bon, en fait, tu vois. Donc, nous, on va d'abord, regarder tous ces critères-là pour accompagner nos clients. Et ça, c'est important. Le bien, on ira le chercher. Qui passe avec nous
pour acheter chez Bouygues ou qui passe chez Bouygues en direct, c'est exactement le même prix. On est à prix direct promoteur avec cette force de conseil et d'accompagnement, parce que quand tu fais un investissement dans le neuf ou tu achètes dans le neuf, il va se passer 1 an, 2 ans avant que tu sois livré. Donc il y a quand même toute une période d'attente où tu as besoin d'être accompagné. Et c'est ce qu'on fait nous, tu vois, c'est-à-dire anticiper la livraison, anticiper la mise en location, s'occuper effectivement de faire mettre la cuisine, s'il y a besoin d'une cuisine, etc. Tu vois, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment t'accompagner avant la livraison, que tu sois pas seul dans la nature avec ton opération qui se construit, tu vois. Et on accompagne même nos clients chez les notaires. Alors, j'ai une question qui intéressera sûrement les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent. Les conseillers indépendants ont aussi accès à des produits finalement en investissement locatif dans du neuf, peut-être beaucoup moins avec un spectre beaucoup moins large que ce que peut avoir Papillon Patrimoine. Est-ce que ces conseillers peuvent considérer que Papillon Patrimoine peut être un intermédiaire pour choisir un bien pour leurs clients? Est-ce que vous faites aussi ou pas? Non, on le fait pas. On le fait pas. On est 100% en direct avec nos clients. On veut pas en plus de double commission ou de rétrocommission. C'est pas quelque chose qu'on fait. Moi, je te dirais, Olivier, c'est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de prêt à taux zéro, de TVA 5,5, et je t'ai parlé de pédagogie. Sur le site de Papillon Patrimoine, on a développé plus d'une trentaine de simulateurs immobiliers. Alors, ça va du Pinel Outre-mer à la capacité d'emprunt, à l'éligibilité du prêt à taux zéro ou de la TVA à 5,5, et même tu peux calculer ton investissement locatif dans le Pinel. Donc, c'est des simulateurs qu'on donne à disposition des particuliers s'ils veulent se projeter derrière. Et on est les seuls à avoir autant de simulateurs qu'on a développés tout en interne, algorithmes en interne, ingénieurs en interne, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que on veut toujours apporter de la pédagogie et finalement prouver par les chiffres la bonne opération. C'est-à-dire, oui, tu le fais parce que effectivement, tu vas aller chercher ce rendement, cette capitalisation. Alors après, on n'est pas devin, c'est-à-dire que nous, je peux pas dire demain à Rouen, aujourd'hui tu as 4 000 euros du mètre carré, en 2040 tu seras à 6 000. Potentiellement oui, parce que avec l'inflation, etc., c'est le cas. Mais en tous les cas, ça permet de te projeter avec différents scénarios. Et donc nous, on apporte sur Papillon Patrimoine des simulateurs qui permettent de se projeter. Tu peux calculer l'impôt que tu as à payer, tu peux calculer qu'est-ce que ça te donnerait si tu veux faire un plan épargne retraite, tu vois, toujours dans la continuité, ou si tu veux investir dans les SCPI, tu as des outils sur le site qui te permettent de te projeter. Et donc ça, c'est toujours dans l'esprit, et qui était l'idée de départ, d'être pédagogue, tu vois, bienveillant et pédagogue, voilà. Et les simulateurs sont là aussi pour appuyer tout ça. Et c'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur Papillon. Pour ceux qui veulent en savoir plus, effectivement, il est préférable de se tourner vers votre site internet qui s'appelle papillonpatrimoine.fr. Merci. Tout à fait. Sinon, pour te contacter directement, via LinkedIn, je pense que c'est peut-être le plus simple. Ouais, via LinkedIn, exactement, ou directement sur le site. On a un formulaire de contact qui te permet de nous contacter, voilà. Et puis après, ceux qui veulent s'amuser à faire des simulations, etc., sans même faire de prise de contact, ils peuvent aller sur le site. Après, ceux qui veulent investir, effectivement, nous on travaille vraiment. D'abord, il y a un premier temps qui est un temps d'audit. Voilà, on regarde la situation fiscale et patrimoniale du client, ce qui permet de savoir s'il y a vraiment quelque chose à faire, parce que ce que je te disais tout à l'heure, des fois, il n'y a rien à faire, parce que tu peux pas investir, parce que tu as un taux d'endettement qui ne le permet pas, etc. Donc après, on a un deuxième temps, si on peut faire quelque chose, qui est de pédagogie. On va prendre 1 heure et demie avec notre client pour expliquer ce qu'est l'investissement locatif et expliquer ce qu'est notre accompagnement. Et le produit, il viendra vraiment en dernière étape, lors d'une 3e étape, où là, effectivement, on va sélectionner des opérations, et puis ensuite, derrière, on va accompagner notre client, financement, livraison, mise en location, et puis déclaration des revenus fonciers au fur et à mesure, voire même l'optimisation derrière des revenus fonciers, parce que un autre avantage que tu as dans le neuf,
Olivier, c'est que ton œuf, au début, tu peux défiscaliser, et puis au bout d'un certain nombre d'années, tu défiscalises plus. Tu peux continuer de le louer, il n'y a pas de sujet, et tu peux même basculer sur du LMNP, ce genre de choses, tu vois, dans du neuf. C'est faisable, tu vois. C'est-à-dire que tu passes d'abord par la défisque et ensuite tu passes par l'optimisation en le louant en meublé, par exemple, ce genre de choses, tu vois. On peut rebondir sur de multiples projets. Très bien. Moi, j'ai fait le tour de mes questions sur ce sujet, sur l'investissement dans l'immobilier neuf. Et je te propose de clôturer cette émission. Je te remercie beaucoup, Aymeric, pour cet éclairage. Moi aussi, je te remercie, Olivier. Ouais. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission du podcast Finance et Patrimoine. Au revoir à tous. Au revoir. Finance et Patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et Patrimoine, les secrets backstage. Finance et Patrimoine.